La première chose que j'ai... Cet individu a de l'avance sur nous. Il commet ses homicides et on n'a pas encore réussi à le rattraper. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse se passer une chose pareille dans mon bureau. On avait affaire à un suspect dont la description était très vague. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. Tout le monde était à cran, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer. Et là, on s'est tout de suite dit, OK, c'est parti. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quel est le lien? Qu'est-ce qui relie toutes ces personnes? Sa haine était implacable. There's a lady, she just came running up to me and she's bleeding. There was blood coming, dripping from her face. She just laid down on the ground. Is anybody able to make contact with her? She's non-responsive. I cannot get her to speak. Is she breathing? I cannot tell if she's breathing. Oh my God, I don't even know if she's alive anymore. She's covered in blood and I think she's dying, ma'am. Une unité de la police de Scottsdale se rend immédiatement sur les lieux. Un immeuble de bureau du centre-ville. Tout ce qu'on avait comme information en allant sur place, c'était que la femme était couverte de sang, qu'elle perdait beaucoup de sang au niveau de la tête ou du visage. Quand on fait ce genre d'intervention, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle a été frappée? Mais quelqu'un qui saigne au niveau de la tête, ça n'augure jamais rien de bon. Alors on s'attend à tout et à n'importe quoi. La première chose que j'ai vue, c'est une grande quantité de sang sur le trottoir. Je vois une femme qui est allongée face contre terre. Je comprends tout de suite que ça ne va pas être une intervention banale. À ce moment-là, comme le veut la règle, on active la caméra d'intervention. Le but principal est de figer la scène. On crée en quelque sorte un instantané de ce que l'on voit. En gros, elle est allongée dans une grande mare de sang et elle ne bouge pas. Je vois que la mare s'agrandit et qu'elle a une blessure au niveau de la mâchoire. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'elle avait été blessée par balle. Voir quelqu'un dans cet état n'est jamais facile. J'ai éprouvé un sentiment d'impuissance. Notre mission est de résoudre des problèmes. Et lorsqu'on ne peut pas le faire, cela crée ce sentiment d'insatisfaction. Les policiers apprennent rapidement le nom de la victime. Valeria Sharp. Valeria était mon assistante juridique. Elle venait d'arriver de Portland. Je ne la connaissais que depuis 1 an. Je commençais seulement à mieux la connaître, à connaître sa famille. Elle adorait parler de ses enfants et de son mari. Elle était intelligente, consciencieuse. Elle avait le meilleur des tempéraments. Elle restait calme, quoi qu'il arrive. Dans les procédures de divorce, il y a beaucoup d'émotions. Elle était donc la personne idéale pour gérer tout ce qu'elle avait à gérer. Sur place, Michael Haas continue son enquête pendant que l'équipe médicale prend en charge Valeria. Where'd she come from over here? I don't know. Yeah, I kind of hang away too. À ce moment-là, je suis toujours seul. Et je me trouve à une 50aine de mètres d'une victime blessée par balle, face à la porte ouverte d'un immeuble de bureau. 1235 is responding here. It's like, I got an open door over here. I don't know if it's a condo or an office.
And based on her injury, we might want to check over here. Quand je me dirige vers la porte, des milliers de scénarios me traversent l'esprit. Y a-t-il d'autres victimes à l'intérieur? Le suspect est-il à l'intérieur? C'est évidemment l'inquiétude principale. Me voilà devant la porte ouverte. There's blood in here. Yeah. Starting here and on the door handle. Sur la poignée intérieure, il y a du sang. Et ça semble être l'empreinte d'une main. There's blood back there too. From what I can see on the ground. Je vois du sang sur le sol à l'intérieur du bureau. Il s'est passé quelque chose de grave. Yeah. I don't know if we got much of a rush here. On apprend que c'est un cabinet d'avocats. On est en plein jour. On songe à différents scénarios. On essaie de trouver des explications. Pourquoi ce cabinet en particulier? Okay, I'm gonna head around to the other side then. If you guys are good here for a second. Okay. How you doing, sir? You mind just stepping out? Les policiers vont devant le bâtiment. Ils découvrent un homme qui en sort. Is anybody else inside that building? I just stopped by to look at some painting. I don't think anybody in there. I yelled hello. 236. I'm gonna be out with one subject in the building. So, how long were you inside for? 10 seconds. I just walked in and said, hello, it's a painter. I got no response. 236. He's saying he's a painter. He just walked in there a minute ago. Is the door open when you arrived? It's wide open? Okay. Just step back this way, sir. Keep your hands where I can see them. Le policier qui a fait le tour interpelle l'homme. Il vérifie qu'il n'a pas d'arme et l'interroge pour savoir pourquoi il est là. Est-ce qu'il fait là? Just have a seat right here, sir. C'était en fait un peintre que le cabinet d'avocats avait engagé. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. L'équipe spéciale d'intervention arrive sur les lieux et pénètre à l'intérieur du cabinet d'avocats. Clear over here. This room, and then the hallway goes that way. A number of rooms after that. We'll take this part out. The next thing I need to do is chance iron and fix that room. Okay. You guys dump the section in it. Okay. What's this? Nice and slow. Dans ce genre d'intervention, le niveau de stress est très élevé. Think this next one last? You ready? I'm about to dump in there. D'autant plus qu'on ne sait pas si le suspect est toujours là. She's gonna dive in. I can see the dead wall. She's gonna come dead wall, and then she's gonna go hard right back in with her and cover the rest of this. Okay. Go. Y a-t-il d'autres victimes? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est fini? Get it behind desk for me. There's a woman face down. We got someone else face down here. Bleeding. Yep. Shell right here too. Okay. You're gonna cover cross cover here and watch the blood here. L'unité spéciale d'intervention découvre une deuxième victime, qui se trouve dans le même état que celle que j'ai vue dehors. Elle est allongée dans une mare de sang. Ma'am, can you hear us at all? Ma'am? Can you see where her wound is? Upper back? We need to update the search. Currently clearing this office building. There's another person down inside the office building, currently unresponsive. We're still clearing to get up to them. Notify fire and have them stand by to come in. La deuxième victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Laura Anderson, une autre assistante juridique du cabinet. Laura travaillait dans notre cabinet depuis une bonne dizaine d'années. On la connaissait tous très bien. Tous les avocats me comprendront. On a tous eu une assistante juridique plus intelligente que nous, qui travaillait plus que nous et qui aurait dû être avocate. Chez nous, c'était Laura. Laura avait l'esprit vif.
Elle était très compétente. Elle était douée dans tout ce qu'elle décidait d'entreprendre. Dans le cabinet d'avocats, l'équipe médicale des pompiers de Scottsdale a pris Laura en charge. No pulse. All right, continuing compressions. I'm getting some blood out of this chest wound. I'm sorry, sir, do you say we're looking like a no-go in the ambulance? Bien que les pompiers aient essayé de la sauver, la victime est décédée sur place. We're calling it, sir? And King 28 update. They're actually pronouncing 901 now. On apprendra ensuite que l'autre victime est morte à l'hôpital. So as of right now, it looks like double homicide. The body that's inside, there was no gun around her. She looked like she was shot while walking down the hallway. As of right now, we got no gun. Several shell casings, but I'm not seeing a gun yet. On a maintenant 2 victimes qui ont été tuées par balle. Coming out. Et un tueur en cavale. Quelques minutes après leur arrivée sur les lieux, les inspecteurs de la police de Scottsdale enquêtent désormais sur le double homicide de Valeria Sharp et de Laura Anderson. C'était malheureux, triste, tragique, horrible. Personne ne devrait être victime d'un meurtre. Je me rappelle ce terrible sentiment de culpabilité que j'ai toujours. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse se passer une chose pareille dans mon bureau. Mais malgré les efforts déployés, les enquêteurs peinent à trouver une piste. Au début de l'enquête, on ignorait les raisons pour lesquelles ces femmes avaient été tuées. S'agissait-il d'un cambriolage, de quelqu'un qui en voulait au cabinet d'avocats, ou qui leur en voulait personnellement? On n'avait absolument aucune information cet après-midi-là. Tout ce qu'on savait, c'était qu'on avait 2 victimes mortes et beaucoup de questions sans réponse. Hey, anyone talk to you yet? A little bit, but... No, yeah, a little bit. Okay. Actually, the woman there sitting saw more than I. I was sitting on the back of my lid here. Okay. Au début de cette enquête, on ne disposait d'aucune piste. On n'avait aucun suspect. Il fallait donc ratisser très large. Et parler à des témoins est essentiel à ce stade pour tenter de reconstituer le fil des événements. I turn, and all of a sudden I see the limo driver lady get out of the car. I see her door open. She goes, "Oh my God!" And then I looked, and I see the lady on the ground, the victim on the ground, face down, blood all over. And I thought that she landed on her nose and busted her nose, kind of thing. Yeah, that's all I saw. But as I was witnessing it, she was trembling, like she was having. Did you actually see her fall down? No, sir. Il est absolument crucial qu'on parle au plus grand nombre de personnes possible afin de dégager des pistes à suivre. So you were out for a stroll then. What did you see when you went out for a stroll? Basically, I was just walking on that side of the street, and I saw her come running out from this street, and I mean, I could tell that she was not, like, there was something wrong with her. She wasn't, like, running up the street, she was kind of, like, struggling. But she was running in the street? Yeah, she was running in the street, and then she hit the side of that bus, and then sort of went around, and I don't know if she knocked on the door, but then she fell to the ground. And you were on the other... Yeah. You were on the sidewalk. I was sort of like right where that palm tree thing is. On espérait que quelqu'un ait vu quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Did you hear anything during the day? I left at 8:30, or I got here at 8:30, but at 12 o'clock I went to do the deposit, and I came back, and you just aren't aware of your surroundings, but didn't notice You weren't anything. gone very long at noon, I was no? gone just for maybe half an hour. Yeah, it was after that then. Okay, yeah, So I was back by in the afternoon, you didn't hear anything? Okay. So you got here at 2:20, and you parked and then just went inside? Yes.
Okay, did you notice anything weird or odd? Nothing? Okay. When you got here, did you notice anything out of the ordinary, anything odd or strange? No. There was just a handful of cars here like there usually are. And I didn't see anything out of the ordinary. Okay, and you didn't hear anything out of the ordinary, so nothing that stands out to you whatsoever? Not at all. Ce qui était difficile dans cette situation, c'était le fait qu'on n'ait pas de mobile apparent. Quand d'emblée, on n'identifie pas le mobile, on ne sait vraiment pas à qui on a affaire, ni ce qui motive le coupable. C'est alors que les enquêteurs de Scottsdale reçoivent une visite inattendue. Alors qu'on est encore sur place, 2 policiers de Phoenix viennent nous trouver. Ils s'intéressent aux premiers éléments de notre enquête. Il se trouve que la police de Phoenix a également ouvert une enquête pour homicide la veille. La veille, un expert psychiatrique réputé, Stephen Pitt, est abattu en plein jour, à 20 km de là, à Phoenix. Monsieur Pitt a succombé à ses blessures. Et ce qu'on a appris, c'est que le type de balle utilisé sur les 2 scènes de crime était de la même marque. Le meurtrier de Stephen Pitt était très probablement le même que celui de Valeria Sharp et de Laura Anderson. Et là, on s'est tout de suite dit, OK, c'est parti. Les enquêteurs de Scottsdale apprennent également que les policiers de Phoenix disposent d'une description du tueur. Les témoins avaient décrit un homme blanc coiffé d'une casquette qui s'était dirigé vers Monsieur Pitt et l'avait abattu. Donc au départ, la police de Phoenix a suivi un certain nombre de pistes en se basant sur le portrait dressé grâce aux témoins. J'avoue que c'était un peu stressant. On avait affaire à un suspect dont la description était très vague. Un homme blanc qui pouvait être à peu près n'importe qui. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. Quelques instants plus tard, Elizabeth Feldman arrive à son bureau où se sont déroulés les 2 derniers meurtres. J'ai reçu un premier SMS de mon associé concernant Steve Pitt. On avait déjà fait appel à ses services, on le connaissait. Et puis tout à coup, elle m'a envoyé un autre SMS pour me dire qu'il se passait quelque chose au bureau. Les enquêteurs interrogent Elizabeth sur les relations qu'entretient son cabinet avec Stephen Pitt. So the last time you used Mr. Pitt was 10 years ago? I have to look. Was there anything more recent? No. Or anything that's still going on in litigation? Nothing? Not for me. Quand on a commencé à comparer ces 2 affaires, on n'a pas pu mettre en évidence, au départ, quelqu'un qu'on puisse relier au meurtre de Stephen Pitt et à ces 2 meurtres. Il n'y avait personne en particulier qui attire notre attention. Donc, essayer de trouver des éléments qui se recoupent entre ces 2 affaires était une tâche qui s'annonçait très difficile. Oh my God. Scottsdale 911, do you need police, fire, or medical? Medic. I believe my husband shot himself. You believe he shot himself? Yes. Well, I got some help on the way. Can you see him? Yes, he's in his office. He's hunched over on the sofa, and there's a bullet casing. Oh, God. On a eu l'appel d'une femme qui avait trouvé son fiancé mort dans son bureau. Au départ, elle ne savait pas si c'était un suicide ou autre chose. Mais mon instinct me disait que ces affaires étaient liées. Cet individu a de l'avance sur nous. Il commet ses homicides et on n'a pas encore réussi à le rattraper. Une fois sur place, les policiers apprennent que la victime est Marshall Levin, un psychologue. Scottsdale Police Department,
He is injured, but there's no stimulus, okay? Still need to be safe about this. Copy. Another case there. Can you go back outside, okay? Yeah. Where's the gun? Yeah, no, I see the shells. I don't see the gun. Bullet holes in the walls as well, guys. Then you have the 2 holes here. That looks like there's a hole back here. Got 2 on the top of his shirt collar. It's like exits. Oh yeah, right there. You can see those already? It's like exits 2. Another case there. So either he got nervous and missed, or he was killed. Yeah. Hey, Eric, on the other prior homicide, what kind of casing was it? It might be related. Yeah, he's a psychologist. At this point, À ce moment-là, on a des frissons dans le dos. we're really starting to be. On commence vraiment à s'inquiéter. Who's doing On se this? demande qui commet What ces is the meurtres, link? quel est le We lien. have a law firm, On a un cabinet d'avocats, un expert psychiatre reconnu, et maintenant un psychologue a été tué. You're just adding in more Cela ne fait qu'ajouter à la complexité de l'affaire et on continue de se What demander is the relationship qu'est-ce qui relie toutes ces personnes. all these people? What's the last name? Oh, right there, probably. Oh, Levi? Marshall. Marshall Levin était un psychologue basé à Phoenix. Il s'était installé dans la région quelques années plus tôt et vivait avec sa fiancée à l'époque. Il avait travaillé dans une faculté privée où il était psychologue auprès des étudiants en infirmerie. Il l'adorait et trouvait que c'était un psychologue formidable qui se dévouait totalement à ses patients. Ils avaient perdu quelqu'un qui comptait énormément pour eux. À l'extérieur du bureau, les enquêteurs interrogent la fiancée de Marshall Levin, qui a appelé les secours. I'm going to be spending some time with you, okay? That's fine. What time did you get here? I just got here. I called. Yeah, he was supposed to be home about 5 or 6 o'clock. Okay. I came over here. I saw his car. I was like, okay, good. Maybe he's with, a patient. And the door was unlocked when I walked in. And then I saw him on the sofa, and I thought maybe, his blood sugar was low or something. And then as I got closer, that's when I saw the casing on the sofa. Has he been having issues lately? I mean, we've had, just normal stuff, but no indication that anything like this would happen. And he just does marriage counseling, or is there? He does like life coaching and relationship counseling. Does he ever do work with attorneys? He hasn't since he's been here in New Jersey. He would have. She ended up Elle n'a not pas being pu able nous to fournir provide le us moindre with détail, la moindre information qui puisse nous mettre sur la piste du coupable. Bien que les enquêteurs n'aient pas pu identifier de suspect, ils apprennent que les douilles retrouvées sur cette scène de crime sont identiques à celles des meurtres précédents. On avait des preuves balistiques qui reliaient ces 3 scènes de crime. Ça changeait absolument tout. On avait identifié les victimes, on savait qu'elles avaient toutes été tuées avec la même arme, mais on ignorait pourquoi elles avaient été abattues. On ne savait donc pas qui pouvait être la prochaine victime. On était revenu à la case départ. Tandis que les enquêteurs passent la scène de crime au peigne fin, dehors, des policiers interrogent le voisinage. Une fois qu'on a établi qu'il s'agissait bien d'un autre homicide, la procédure est la même. On commence par faire le tour du quartier à la recherche de témoins, de caméras de surveillance, et nos hommes ont fait du bon travail. Ils ont découvert qu'il y avait un camping-car dans la zone industrielle à côté du bureau où on se trouvait. Northwest of the crime scene with like a mobile camper that's got writing all over the windows. Hey, can you just put both hands out for me, partner? Oh, yes, sir. All right, just come on, step down for me real quick if you could. Ils ont pu parler à l'homme qui vivait dans le camping-car. Are you the only one in there? Yeah. Do you mind just real quick, just turn around for us so we can see your whole waistline? Thanks, man. Just keep turning. Keep turning for us. All right. You just go ahead and put your hands down. See this curb over here?
I'm gonna have you come over there and take a seat for us, okay? Right here. No weapons on you? No. Please, wallet. Cell phone. Just grab a seat for me if you could, man. What's your name? Ce n'est pas un quartier résidentiel. C'est une petite zone industrielle. Ce n'est pas le genre d'endroit où je me serais attendu à trouver un camping-car, et encore moins avec quelqu'un qui vivait à l'intérieur. Alors, est-ce que cet homme était impliqué? On ne savait pas quoi penser. Okay. Do you live here? No, I have an office right over here in this corner. It's okay. You work in this? Yeah, no one else is in there. Mind if we check real quick? Yeah, go ahead. It's a bit of a mess, but... C'est un homme blanc. Il correspond en gros au portrait qui a été dressé. Cela fait de lui immédiatement un suspect potentiel qu'il faut interroger afin de déterminer s'il est impliqué ou pas. So you work here? Yeah, I'm self-employed. Yeah. What's your practice? I'm not familiar. What is that? It's like... Graphic. What's your business called? Il ne répondait pas aux questions tout de suite, ou pas aussi vite qu'il aurait dû. Il ne nous donnait pas les réponses immédiates qu'on aurait voulu. Il fallait donc qu'on sache à qui on avait affaire au plus vite. I live down in Mesa. Okay. How come you're sleeping here and not in Mesa? So I don't have to drive an hour and a half. Just wait a second. Tonight. I got here about... Understand you're not into trouble. We just need you to be really honest about us. Honest with us because we're investigating something that happened nearby here. Oh, yeah. I'm just trying to remember. Like 5 p.m., maybe? Okay. En parlant avec lui plus longuement, on a compris que c'était un entrepreneur qui travaillait dans le quartier où il avait un bureau et qu'il utilisait son camping-car comme pied-à-terre. On l'a donc très vite écarté. On sait maintenant qu'on a affaire à un fou meurtrier et on n'a absolument aucune idée de l'endroit où il va frapper de nouveau. On ne savait pas combien de personnes il allait tuer. J'étais certain qu'il commettrait d'autres meurtres si on ne l'arrêtait pas. La presse locale s'intéresse à l'affaire et cherche aussi à établir une connexion entre les 4 victimes dans l'espoir d'identifier le suspect. On a couvert l'affaire tout le week-end. Dès le meurtre de Stephen Pitt, qu'on a appris le vendredi, on n'a pas arrêté de travailler. On essayait de savoir l'impact que ça avait sur les acteurs du monde judiciaire. Quelles mesures ils prenaient, comment ils se protégeaient. On recevait des tas d'infos. Le portrait robot était très générique. Tout le monde semblait reconnaître quelqu'un sur ce dessin. Alors le dimanche, on s'est dit qu'on devait passer à côté de quelque chose. Dès qu'on apprenait que quelqu'un avait été blessé par balle, on se demandait si c'était le tueur qui avait de nouveau frappé. Tout le monde était à cran, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer. À ce stade, on avait mis sur pied une équipe spéciale qui enquêtait sur chacun de ces meurtres. On recevait des centaines d'informations et d'appels téléphoniques de personnes qui pensaient avoir reconnu quelqu'un ou qui nous donnaient des noms de suspects potentiels. Mais on n'avait rien qui nous permette de faire le lien entre ces 3 affaires de meurtre. Mais après la diffusion d'un journal télévisé, les policiers reçoivent une information qui va changer le cours de l'enquête. On a un message d'une femme qui avait des informations qui lui faisaient penser que le coupable était son ex-mari, car il avait été en relation avec toutes ses victimes. Son ex-mari s'appelle Dwight Jones. Elle nous a expliqué qu'ils avaient divorcé en 2009 et que l'avocate qu'elle avait engagée était Elizabeth Feldman. Tell me your name again. Elizabeth. Last name is Feldman. This is Elizabeth. This is her building. Detective Nolan called her down. Would you mind walking her down there? Thank you very much. All right. Ma cliente était victime de violences conjugales. Ils étaient mariés depuis 20 ans et cela durait depuis des années et des années.
Mais cet individu ne correspond pas à l'homme blanc du portrait robot. Le premier problème, c'est que Dwight Jones est noir. Il ne correspond pas à la description qu'en ont fait les témoins à Phoenix. Mais les autres informations que nous donne son ex-femme sont accablantes. Au cours de leur divorce, Stephen Pitt était l'expert psychiatre qui avait été chargé d'interroger Dwight pour définir son équilibre mental. Qui plus est, elle nous apprend que la collègue de Marshall Levin était la psychologue que leur fils avait vue. Donc en fait, c'était la première fois qu'on avait des informations qui concernaient les 3 scènes de crime et des informations sur quelqu'un qui avait un lien avec ces 3 scènes de crime. Elle m'a également donné des informations qui n'étaient pas sorties dans la presse, notamment sur son véhicule. Elle m'a dit qu'il conduisait une Mercedes couleur or. Et sur les images de vidéosurveillance du bâtiment où a eu lieu le meurtre de Stephen Pitt à Phoenix, on peut voir une Mercedes couleur or quitter le parking. Dwight Jones devient alors un suspect. L'inspecteur Heinzelmann va maintenant tenter de le localiser. J'avais des équipes qui étaient à sa recherche. On avait également analysé les données téléphoniques de Dwight Jones et établi qu'il avait appelé une adresse de Fountain Hills le samedi après-midi. Et les données des relais téléphoniques le situaient à proximité. L'adresse est celle de Brian Thomas et Mary Simmons, 2 personnes que les enquêteurs ne parviennent pas à relier au divorce de Dwight. Le bureau du shérif du comté de Maricopa est chargé de leur rendre visite. Les adjoints du shérif arrivent à leur domicile. Ils regardent à travers les fenêtres à l'intérieur de cette maison assez belle et assez grande. On écoute leurs échanges radio et on les entend dire « On a une première personne décédée. On a une deuxième personne décédée. » Alors on leur demande d'entrer. Donc ils entrent. Anybody inside, say so now. Hallway left. I can't tell if this is a hallway right. It's another living room left. I've got a garage door over here I'm gonna check. Oh, hang on, stop. You need a room, you're right. I quit that. Oh, you did? Yeah. Just got an open door to the left. Ils trouvent Brian Thomas qui souffre de plusieurs blessures par balle. Ils identifient Mary Simmons, multiples blessures par balle. Décédée. Brian Thomas et Mary Simmons ne correspondaient pas au profil des autres victimes de cette affaire. Ils n'avaient aucun lien avec la psychologie, aucun lien avec le monde judiciaire. Alors pourquoi Dwight les avait-il tués? C'était un vrai casse-tête. Il devenait totalement imprévisible. Comment deviner ce qu'il allait faire? Les enquêteurs sont à la recherche de Dwight Jones. L'ex-femme de Dwight nous a dit qu'il vivait entre 2 hôtels de Scottsdale et qu'on pourrait sans doute le trouver à un hôtel en particulier. Donc, une fois que l'on sait qu'il loue une chambre au mois dans un hôtel, il faut qu'on agisse et qu'on agisse vite pour l'arrêter et l'empêcher de faire d'autres morts. Au petit matin, des hommes de la police de Scottsdale et de la police de Phoenix encerclent l'hôtel. Phoenix has a lot of their SAU roll on 97. It is. What's the hot zone? Okay. That's where the traffic. Be Okay. on 16. Yep. Block here, just let Phoenix and us in, okay? Got it. Une fois à l'hôtel, on doit faire en sorte de ne pas prendre de risques et de ne pas faire courir de risques aux clients de l'hôtel. On doit donc évacuer ces personnes en toute sécurité. Hey, sorry to bother you. When you come out, just make a left and go down to that nearest fire exit because that'll be the shortest route to get out of here. Yeah, you're gonna have to go down the stairs. Is that okay? Yeah. All right, thanks. On ne sait pas du tout ce qui va se passer.
On ne sait pas s'il va sortir tranquillement ou s'il va ouvrir le feu sur nous et peut-être blesser un de nos hommes ou un des clients de l'hôtel. On ne sait pas. Quelques instants plus tard, les policiers entendent un coup de feu provenant d'une chambre. Les policiers sont sur place. C'est la confusion. Des coups de feu retentissent. 4 au moins. Et on ne sait pas si leur auteur a tiré sur quelqu'un, ou tiré par la fenêtre, ou par la porte. On n'en sait rien. On fait avec les informations qu'on a et qui changent constamment, qui changent toutes les secondes. Yeah, not behind the bush, the wall. They go behind the wall. Behind that building. Behind the building? You need to go behind that building over there. Okay, come back this way, behind the building. Get behind the building. Des tas de pensées me traversaient l'esprit. Mais j'espérais par-dessus tout qu'on puisse capturer Dwight Jones vivant. La décision a donc été prise d'injecter du gaz lacrymogène dans la chambre qu'il occupait. On ne peut pas, si on n'a pas d'équipement de protection, rester dans une pièce remplie de gaz lacrymogène sans bouger, ni respirer, ni tousser. On fait intervenir un négociateur parce qu'on a affaire à quelqu'un de violent qui vient de commettre plusieurs meurtres. Et on aimerait procéder à son arrestation dans le calme. Quand on est dans ce genre de situation, on porte un masque à gaz et tout l'équipement destiné à nous protéger et à ne pas entrer en contact avec des traces d'ADN, à ne pas contaminer la scène de crime, par exemple. On porte beaucoup de matériel et il est très difficile de communiquer, même avec la personne juste à côté de nous. Avec les masques à gaz, on utilise des amplificateurs, mais ils ne fonctionnent pas toujours. Et donc tout ce qu'on dit est un peu étouffé. On a placé des ventilateurs dans le couloir pour chasser une partie du gaz lacrymogène. Les ventilateurs font du bruit, il fait chaud, on transpire. Mais il faut rester concentré sur la tâche à accomplir. On a été entraîné pour ça. On doit faire abstraction du reste. On est là pour une mission précise, pour résoudre l'affaire. Tandis qu'on attend de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, des tas de pensées nous traversent l'esprit. On ne sait pas s'il a tiré dans sa chambre sans raison particulière ou pour détruire des preuves. Mais on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. On craignait qu'il n'ouvre le feu sur nous ou qu'il blesse quelqu'un d'autre. On ne savait pas ce qui se trouvait à l'intérieur de cette chambre. Mr. Jones is Officer Lazare. We just heard some couple of shots earlier and we want to make sure that everything's okay. If you were concerned, maybe you're hurt, I want to be able to see if we can get you some medical treatment if necessary. If you can hear my voice, please yell out so that we can try to help you out.
On éprouve tous une certaine nervosité à ce moment-là. Il s'est écoulé plusieurs jours et beaucoup de gens ont été tués par Dwight Jones avant qu'on le trouve. We'd like to know what's going on. Where are we going from this? How do you see this ending? What's your approach from here? How are you planning on dealing with us? Après avoir essayé ces différentes tactiques, on n'a toujours aucune réponse de Dwight Jones. Les policiers décident alors de défoncer la porte sans savoir ce qui les attend à l'intérieur. On a pu constater qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Il ne répondait pas parce qu'il s'était suicidé. Son corps reposait en partie sur le lit et en partie sur la table de chevet. Une fois que le médecin légiste est arrivé et qu'on a pu retirer le corps pour chercher des indices, on a alors découvert l'arme de poing qu'il avait utilisée. C'était la même arme qu'il avait utilisée pour commettre les autres meurtres. Dans la chambre, les enquêteurs découvrent également des éléments qui pourraient expliquer qu'il ait été initialement décrit comme un homme blanc. On a découvert des cartons et des sacs pleins de déguisements avec différents masques de couleurs de différentes formes, des perruques. Il est tout à fait possible qu'il ait été déguisé, ce qui explique que les descriptions faites par les témoins ne correspondaient pas à Dwight Jones. C'est très contrariant quand une affaire se termine de cette façon, parce que j'aurais voulu pouvoir lui parler. J'aurais voulu que Dwight Jones lui-même me dise pourquoi il avait commis ces meurtres. J'aurais voulu que les proches des victimes assistent à son procès et le voient être condamné à la peine qu'il méritait. Parce qu'il s'est suicidé, on ne saura jamais vraiment quelles étaient ses motivations. Mais on peut avancer des hypothèses, et je pense qu'on a une idée assez juste. Dwight Jones était un homme en colère. Il se sentait floué par la société, par la justice. Rien n'apaisait son ressentiment. Sa haine était implacable. Ça ne pouvait se terminer que comme ça, malheureusement. On a perdu un individu exceptionnel en perdant Steve Pitt. Il était très impliqué dans sa ville. C'était un bon citoyen, un bon parent, une bonne personne. Il y a des images qui ne vous quittent plus, pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles sont impossibles, encore trop petites, trop immobiles. Et si cela ne se passe que tombe quand plusieurs adultes comprennent, au même instant, que quelque chose se casse pour de bon. C'était une nuit là, à la lisière de la ville. L'air sentait la pluie et la terre retournée. Les lampadaires découpaient la route en rectangles jaunâtres. Au bord du fosse, un garçon était étendu sur les côtés. Le visage tourné vers les herbes humides, comme s'il avait glissé la par fatigue. Sauf qu'on ne s'endort pas ainsi, pas avec les lèvres bleues. Pas avec cette raideur étrange des mains ouvertes, palmes vers le ciel. Comme si elles avaient un lâcher prise d'une coupe. Le premier à le voir ne cria pas. Il ralentit, freina trop tard. S'arrêta un biais sur le bas-côte. Il resta une seconde au volant. A chercher une explication raisonnable, un accident banal. Un adolescent ivre, un malaise. Puis il sortit, et la nuit avala le bruit de la portière. Il s'approcha à pas courts, la respiration déjà trop forte. Et c'est là qu'il sentit la peur se placer derrière sa nuque, très précisément. Comme une main froide, parce que le garçon ne bougeait pas du tout. On s'imagine toujours qu'on se précipite en réalité. On hésite, on calcule. On se dit qu'on va mal faire, on a peur de le toucher. Peur de l'abîmer davantage, peur de reconnaître ce qu'on voit.
L'homme s'agenouille quan mime, pose à deux doigts sur le cou. Là où on croit toujours se trouver une épreuve de vie, rien. Il se pencha, cherche un soufflet à la bouche. Rien non place, il recula d'un mouvement sec. Comme si le corps l'avait repoussé. Et à quel instant? Il se mit à appeler fort, sans savoir qui il appelait, parce qu'il n'y avait personne. Juste la route, les talus et la chambre. Le téléphone sortit de sa poche avec une maladresse fébrile. Il composa le numéro d'urgence. Sa voix sortit par un coup, trop haute. Trop vite, un garçon. Un enfant, au bord de la départementale. Il ne respire pas, la standardiste posa des questions qui semblaient absurdes. Mécaniques indispensables pourtant. Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a un danger auteur? Est-ce que vous pouvez commencer une réanimation? L'homme regarda le garçon. Si visage tourné vers l'herbe, les cils collés par l'humidité. Il se sentit soudain ridicule, terriblement petit face à la situation. Et il dit oui, il allait essayer. La plupart des jeunes ont vu la réanimation sur des films, c'est propre. C'est rythme, qui ressemble à une scène qui se termine bien. Dans la vraie vie, c'est brutal. C'est maladroit. C'est une lutte contre un temps qui ne négocie pas. L'homme retourne le garçon avec précaution, comme on retourne un objet fragile qui pourrait se briser. Le visage apparut pleinement dans la lumière du lampadaire, et quelque chose dans cette lumière rendit l'enfant plus réel. Plus intime, presque indécent. Il avait 12 ans, peut-être 13. Les joues croisées comme s'il n'avait pas bien mangé depuis un moment, une petite tache sombre sous la narine. Un t-shirt trop grand, trempé. Les compressions commençaient, 1, 2, 3. Les mains de l'homme tremblaient, il comptait à voix haute. Pour ne pas penser, il insufflait de l'air qui lui paraissait inutile. Qui semblait disparaître aussitôt dans un corps déjà parti. La standardiste le guidait. Toujours calme, toujours neutre. Si calme était presque insupportable, chaque seconde devenait lourde. Et puis, à un moment, il sentit sous ses paumes une résistance différente, une micro-réponse. En frémissement, il s'arrêta. Croyant avoir rêvé, il reprit. Et là, un soufflet minuscule. Comme un sursaut, échappa à la bouche du garçon. Pas une respiration normale, un bruit. Une aspiration, un effort. Il a fait un bruit, dit le homme. La voix cassée, la standardiste ne s'autorisa pas à espérer. Elle dit de continuer, l'homme continue. Les premiers gyrophares apparurent au loin, bleus, puis rouges, glissant sur les champs comme une comète. L'ambulance se plaqua en travers de la route, les secouristes sortirent rapidement. Matériel à la main, visages fermés. Ils ne poseront pas de questions inutiles, on regarde. On constate, une prise en charge. L'un prit le relais des compressions avec une efficacité presque choquante, l'autre ouvrit un sac. Sortit un masque, une valve. Des électrodes, on entendait les ordres courts. Les réponses, le frottement des gants. Le cliquet des attaches, le garçon. Lui, restait presque entièrement absent. Et pourtant, il n'était pas exactement encore. Il était un peut-être. Le premier choc électrique ne fit pas bondir le corps, comme dans les films. Il y eut juste une tension, un mouvement minimé. Et le bip du moniteur qui hésita, les secouristes se conjurent un regard. Ils recommenceront. Ils parleront de hypothermie, d'arrêt, de temps inconnus. Ils parleront comme parlent les professionnels quand ils ne veulent pas laisser la panique entrer. Plus tard,
Les spécialistes expliqueront que le foie peut ralentir le corps, tromper l'évidence. Donner à la mort un aspect reversible. Les secours, dans plusieurs pays, utilisant depuis longtemps cette idée résumée par une formule brutale, enseignée dans des recommendations medical largement reprises. On n'est mort tant qu'on n'est pas chaudet mort, précisément à cause de l'hypothermie et des noyades en eau froide. Certains survivants ont été réanimés très tardivement, ce soir-là. Sur cette route, personne ne citait de formule. Mais tout le monde agissait comme si la mort pouvait être retardée, contrariée. Humilié, quand ils le chargeront sous le brancard. La tête du garçon bascule légèrement, et ses yeux s'ouvriront une fraction de seconde. Ce n'était pas un regard conscient, plutôt une ouverture mécanique. On reflète, mais l'homme qui avait appelé. Toujours là, vicieuse. Et cette vision lui traverse le ventre comme une lame, parce qu'il comprit que ce garçon avait été là. Present, quelque part. Pendant qu'on le croyait déjà parti dans l'ambulance. Le garçon fut in tube, les gestes étaient rapides. Précis, sans douceur apparente. Et pourtant chaque geste était une tentative de le ramener, quand les portes se refermeront. Le bruit de la route revint d'un coup, le vent. La pluie qui commençait, une voiture lointaine. L'homme resta sur place, les mains sales, les genoux humides. Il avait l'impression d'avoir déposé une partie de lui-même dans cette ambulance. À l'hôpital, l'histoire aurait dû se ranger dans une case. Accident, fugue, agression. Il y a des protocoles, des formulaires, des procedures. On prévient la police, on cherche une identité, on contacte la famille. C'est même l'une des principes les plus répétées dans les manuels de gestion de crise. Établir la chronologie, sécuriser les preuves, identifier la victime, prévenir les proches. Et surtout ne pas laisser le chaos définir le récit, comme le rappellent souvent les guides de médecine légale et d'enquête. Les premières jures faconent tout, si y quan conserve, si y quan peut, si quan croit. Si soir-là, pourtant. Les récits refusent la case. Le garçon arrive aux urgences pédiatriques sous un nom provisoire. Incanudi, on lui coupe le t-shirt. On note la température, la saturation. La glycémie, on repère des marques. Une ecchymose au bras, une autre à la clavicule. Des griffures anciennes sur les jambes, rien de net. Rien qui crée une histoire unique, plutôt une accumulation qui suggère une vie compliquée. Les infirmières se parlaient en basse, les médecins écrivaient. Ordonnaient et adaptaient. On réchauffe le corps, on stabilise. Et puis, à un moment, l'activité cardiaque se régularise suffisamment pour qu'une médecine dise, presque à contre-cœur. Il est vivant, si immote. Vivante devrait être une délivrance. Il faut un problème, parce qu'il impliquait tout ce qui vient avec. L'identité, la responsabilité, la famille, les explications. Et ces garçons n'avaient sur lui. Rien de ce qu'il y a un enfant au monde, pas de sac. Pas de téléphone, pas de carte. Pas de bracelet, rien dans les poches. Sinon une petite pile en verre bleu, lisse. Comme un jouet de cours d'école, elle reste sur le plateau métallique. Solitaire, et l'infirmière la regarda un instant comme si elle pouvait parler. La police arriva, 2 agents d'abord. Puis une enquêtrice plaçagée qui possède des questions sans hausser la voix. Où l'a-t-on trouvé, à quelle heure? Qui l'a touché, qui avoue quoi? On prit l'identité de l'homme qui avait appelé. On lui demanda de raconter. Puis de recommencer, parce que la mémoire sous stress sautait. Inventi, comble.
Les spécialistes de psychologie du témoignage le disent depuis des décennies. Un souvenir raconté se modifie. Même si l'on est sincère, c'est une des raisons pour lesquelles les enquêteurs sérieux violent du factuel, du chronologique, du simple avant que le cerveau ne habile tout. L'homme essaya d'être simple, il n'y parvint pas. Il pleurait sans s'en rendre compte, pendant 6 temps. À la réception des urgences, une autre scène se jouait. Une femme entra, essoufflée, manteau sur les épaules, cheveux trempés. Elle avait les joues rouges de course et les yeux trop secs, sûrs de quelqu'un qui a déjà pleuré avant de venir. Elle demanda un prénom, Nolan. Elle le prononça comme on lance une corde, et quand l'infirmière lui répondit qu'ils avaient un garçon non identifié, elle dit aussitôt, c'est lui. C'est mon fils. Cette phrase. Normalement, met fin à l'incertitude. Cette phrase déclenche des procédures. Vérification d'identité. Contrôle. Contact avec le médecin. Mais la femme, ce soir-là, ne se comportait pas comme une mère qui retrouve un enfant au bord de la mort. Elle ne demande pas. Est-il vivant? Elle ne demande pas. Puis-je le voir? Elle demande. Est-ce que vous avez trouvé ces vêtements? Est-ce que quelqu'un a pris des photos? Est-ce que la police est là? L'infirmière la regarda. Surprise. La femme comprit qu'elle venait de se trahir un peu. Elle tenta de corriger. Je veux dire, je suis sous le choc. J'ai peur, je veux comprendre. Elle posa ses mains sur le comptoir. Ses doigts étaient taches d'encre. Comme si elle avait écrit au travail les tartes. Elle s'appelait Maud Lenoir. Elle avait 38 ans. Elle vivait de 10 minutes de là. Dans un lotissement tranquille, elle disait que Nolan avait disparu de sa chambre en début de soirée. Elle avait appelé des voisins. Cherche dans le quartier. Elle avait attendu, puis panique. Puis appelé la police. Et maintenant, elle était ici. La police l'a pris à part. L'enquêtrice demanda calmement. Pourquoi n'avez-vous pas appelé les urgences plus tôt si votre fils a disparu? Maud répondit qu'elle l'avait fait. Elle dit qu'on lui avait dit d'attendre. Qu'une adolescente peut fuguer. Elle dit qu'elle avait eu peur d'être jugée. Sa voix tremblait au bon endroit, comme si elle connaissait la musique. L'enquêtrice la laissa parler, parce que laisser parler est souvent plus efficace que couper. Les contradictions apparaissent sur les. On demande une photo de Nolan. Maud sortit son téléphone. Elle fit défiler des images d'un garçon au sourire large. Cheveux châtains, une fossette au menton. Sur l'une, il tenait un ballon de foot. Sur une autre, il était déguisé pour un carnaval. L'infirmière regarda la photo. Puis pensa au garçon sur le brancard. Cela ressemblait beaucoup la même ligne de sourcils. Le même menton. Mais la photo montrait un enfant plein. Vivante, un peu rond de joues. Celui des urgences semblait plus maigre, plus vieux. Comme si une unité entière s'était déposée sur lui en quelques heures, les médecins autorisèrent une visite rapide. Maud entra, guidée par une infirmière. Le garçon était intubé. Branch. Entouré de machines qui respiraient pour lui, on ne reconnaît pas son enfant ainsi. On ne le reconnaît pas, mais on le sent. Maud s'approcha, posa la main sur le drap. Près du ventre, pas sur la peau. Elle ne dit pas son prénom. Elle ne dit pas mon bébé. Elle resta figée. Et ses yeux chercheront quelque chose sur le visage. Une marque, une preuve. Puis elle recula. Si n'est pas possible. Murmura-t-elle, l'infirmière crut qu'elle voulait dire. Si n'est pas possible qu'il soit dans cet état, mais Maud répéta. Un peu plus fort. Si n'est pas possible. Elle fixa les mains du garçon. 16 doigts.
Assis angles, elle avala sa salive. Et elle demanda, d'une voix trop contrôlée. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? On lui répondit que non, pas encore. Quand elle ressortit, l'inquiétrice la regarda avec une attention froide. Dans ce métier, on apprend à repérer les émotions qui sont injustes et celles qui sont utiles. Les émotions utiles ne sont pas faussement fausses. Elles sont juste choisies, maudites. Je veux qu'on me laisse avec lui, l'enquêtrice dit. Plus tardi, de bord. Il faut comprendre comment il a fini au bord de la route. Maud répondit. Je ne sais pas. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas, et sur le je ne sais pas. Quelque chose se fissura, une colère, une impatience, un mouvement qui trahissait moins une inquiétude qu'un désir de contrôle. Pendant que l'hôpital s'organisait, la ville, elle commençait à murmurer. Un enfant trouve près d'une chambre, une ambulance. La police, les réseaux sociaux s'allument toujours avant la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas les vides, des voisins écriviront qu'ils avaient entendu un cri. D'autres jureront avoir vu une camionnette blanche. Quelqu'un parla d'un homme louche près de l'école. On connaît ces mécanismes, fait sa l'angoisse. Une communauté fabrique des visages, des récits. Des coupables, des chercheurs en sociologie et en criminologie ont souvent décrit la panique morale et les rumeurs comme des tentatives collectives de reprendre la main sur l'insupportable. L'enquêtrice, elle, ne lisait pas les commentaires, elle regardait les faits. Les faits, pour l'instant. Étaient maigres, Nolan. Si c'était bien lui, avait été vu pour la dernière fois dans l'après-midi. À la sortie du collège, des camarades disaient qu'il avait eu une dispute avec un autre garçon. Pas grave, juste des mots. Un professeur s'est rappelé la voiture fatigue ces derniers jours. Un surveillant mentionne qu'il traînait parfois après des grilles. À attendre quelqu'un qui ne venait pas. Rien de suffisamment solide pour expliquer un corps dans un fossé. Dans la nuit, la température de Nolan remonta lentement. Les paramètres s'améliorèrent. Une médecine expliqua que les prochaines heures seraient décisives. Risques neurologiques, complications respiratoires. Choc, il disait qu'avec la prudence de ceux qui savaient que la vie. Ainsi est une négociation. L'enquêtrice demanda si Nolan avait pu être drogue. Le médecin répondit qu'ils feraient des analyses. Il ajouta qu'on trouvait parfois, dans des cas d'agression, des substances qui brûlent la conscience et la mémoire. Il ne faisait pas de cinéma. Il parlait comme quelqu'un qui a vu des choses, vers 3 heures du matin. Un détail insignifiant, presque ridicule. Vint s'accrocher au tableau, un interne remarqua. En retirant une perfusion, une petite cicatrice sur le côte du crâne. Cachée sous les cheveux, une cicatrice fine. Net, comme une ancienne incision. Il la signala. L'enquêtrice demanda à Maud. Nolan a-t-il été opéré? Maud répondit trop vite. Non, puis. Comme si elle s'était souvenue. Elle ajouta. Enfin, quand il était bébé, peut-être, je ne sais plus, ce n'est pas important. Les mensonges ne s'annoncent pas avec des trompettes, ils passent comme cas. Un je ne sais plus, un si n'est pas important. L'enquêtrice nota à l'aube. Nolan ouvrit les yeux, vraiment cette fois. Les machines continuèrent, mais le regard. Louis était là. Pas un regard d'enfant, un regard de quelqu'un qui a été très loin et qui revient sans comprendre où il a atterri. L'infirmière lui parla doucement. Louis dit son prénom. Louis dit qu'il était en sécurité. Il cligna des yeux. Comme si le mot sécurité était une langue étrangère. On retire progressivement l'assistance respiratoire.
avec prudence, et quand il peut enfin émettre un son. Si il ne fout pas un mot, si fout un gémissement. Un effort, une plainte qui ressemblait à une question. L'enquêtrice attendit à distance. Les médecins ne la laisseraient pas interroger un enfant à peine révélé. Mais elle observait. Nolan avait un réflexe étrange. Dès que quelqu'un approchait, ses yeux glissaient vers la porte. Comme s'il évaluait une sortie. Un enfant qui a fait une chute ne regarde pas la porte comique. Un enfant qui a peur, oui. Maud entra de nouveau, autorisé pour quelques minutes. Cette fois, quand Nolan la vit, quelque chose traversa son visage, s'il n'était pas de la joie. S'il n'était même pas du soulagement, c'était un choc sec. Suivi d'une fermeture, il détourna la tête. Maud s'approcha, voulut prendre sa main. Nolan la retira. Nolan? Mon amour, dit-elle, et sa voix trembla enfin. Mais il y avait dans cette tendresse une urgence presque agressive, comme si elle avait besoin qu'il joue son rôle. Nolan murmura quelque chose. Le son était faible. Difforme, l'infirmière se pencha. Qu'est-ce que tu dis, Nolan? Il répéta. Plus clairement, un mot qui glaqua la pièce. Pas, Maud. Maud resta figée, elle sourit. Un sourire trop large. Un sourire de panique qui veut ressembler à un sourire d'amour. Chérie, tu es confuse. C'est moi, c'est maman. Nolan secoua la tête. Un mouvement faible, mais décide. Ses yeux se rempliront de larmes, non pas de douleur, mais d'une pure. Passe, Maud. Répéta-t-il. L'infirmière regarda Maud. Maud regarda l'infirmière, pendant une seconde. Tout le monde fut d'accord sur une chose. Quelque chose n'allait pas. Pas seulement l'accident, pas seulement la route. La relation même, le lien suppose. Sonnet faux. Maud recula d'un pas. Comme si elle venait d'être frappée, elle dit qu'il délirait. Que c'était normal après un arrêt, que les médecins le diraient. Elle demanda à parler au médecin. Elle demanda à parler seule avec lui. On lui refusa. Elle sortit. Et dans le couloir, elle téléphona à quelqu'un. L'enquêtrice la suivit à distance, suffisamment près pour entendre un fragment de phrase. Pas assez pour tout comprendre. Je t'avais dit. Il s'est réveillé. Non. Il dit des choses. Maud se retourna. Uppercut l'enquêtrice et coupe court. Le jour monta. La pluie cessa. La ville reprit son soufflet, mais pas vraiment. À 9 heures, un collègue de l'enquêtrice apporta les premières vérifications administratives. Maud Lenoir avait bien un enfant enregistré sous le nom de Nolan Lenoir, né il y a 12 ans. Dossier médical classique. Vaccinations. Visites, rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose persistait. Le regard de Nolan, la façon dont il avait refusé les noms. L'enquêtrice demanda à voir l'acte de naissance. Elle demanda les documents originaux. Elle demanda la carte vitale, les dossiers scolaires, les photos anciennes, pas parce qu'elle suspectait une fraude sophistiquée, mais parce qu'elle avait appris une vérité simple, souvent répétée dans les formations d'enquête. Quand une affaire vous donne un détail impossible, il faut l'écouter. Les affaires les plus atroces commencent parfois par une dissonance minuscule. À midi, les analyses toxicologiques préliminaires revinrent, présence d'un sédatif à faible dose. Pas forcément massif, mais assez pour altérer la vigilance. Les médecins parlaient de possibles prescriptions, des médicaments domestiques. L'enquêtrice demanda à Maud si Nolan prenait un traitement. Maud répondit non. Puis ajouta, enfin. Il a parfois des difficultés à dormir. Elle s'enfonçait.
Dousement, comme on s'enfonce dans un mensonge qu'on a trop utilisé. Et puis, juste avant que l'après-midi ne bascule, l'hôpital fait ce qu'il fait toujours. Il réorganise. Nolan devait être transféré dans une chambre plus calmée, en pédiatrie. Pour surveillance, un brancardier arriva. Une infirmière vérifia les perfusions. Une aide-soignant prit le dossier. Le couloir était ordinaire, avec ses néons, ses portes et ses odeurs de désinfectant. On roule à l'élite, on tourne à gauche, puis à droite, on s'arrête un instant devant un ascenseur. Une autre équipée passa, pressée. Avec un patient age, on attendit que l'ascenseur revienne. Un téléphone sonna quelque part, une infirmière répondit. Se détourna une seconde. C'est tout ce qu'il faut quand elle se retourna. Le lit de Nolan était place là, le brancardier jura. D'abord sans panique, croyant à une mauvaise blague. A eu un détour. Il regarda à droite, à gauche. Il appela. Il courut jusqu'au couloir suivant, riant. L'aide-soignant consulta le registre des transferts, comme si un papier pouvait réparer un enfant disparu. L'infirmière sentit son ventre se creuser. Elle se mit à marcher vite. Puis à courir, comme si le corps s'avait avant l'esprit. Les caméras, les portes, les badges, les procedures. Tout cela existait pour empêcher ce genre de choses. Et pourtant, les enlèvements d'hôpital arrivent, rarement, mais ils arrivent. Des rapports de sécurité hospitalière et des faits divers documentés montrant que la faille n'est pas toujours un manque de technologie, mais une faille humaine. Une tenue qui ressemble à celle du personnel, un badge vol. Une autorité jouée, une confusion au mauvais moment. Quelqu'un, ce jour-là, avait compris que la meilleure manière d'être invisible, c'est de se fondre dans le normal. L'enquêtrice fut appelée en urgence. Elle arriva au poste infirmier. Vite les visages blêmés, et comprit immédiatement que l'affaire venait de changer de nature. Un enfant qui semblait mort sur une route, c'est déjà un cauchemar. Un enfant qui se révèle disparaître d'un hôpital, c'est autre chose. C'est un récit construit, c'est une main derrière le rideau. Elle demanda, qui était avec lui? Qui a vu quoi? Qui a eu accès? On répondait trop vite, trop confusement. Les mots s'entrechoquaient à travers le chaos. Un détail surgit juste avant la disparition. Une femme en blouse avait été vue près de l'ascenseur, une femme que personne ne reconnaissait. Cheveux tires, masque. Une Charlotte, rien d'exceptionnel. Juste assez pour que personne ne pose de questions. Est un homme. Peut-être qui poussait un chariot de ligne scellée. Dans les minutes qui suivirent, Maud Lenoir disparut elle aussi de la salle d'attente. Son téléphone était éteint, son manteau n'était plus sur la chaise. Le café qu'elle avait commencé était resté tiède, abandonné. Comme si elle avait été appelée ailleurs par une urgence plus forte que l'amour, l'enquêtrice sortit de l'hôpital. L'air froid lui frappa le visage. Le parking était plein. Des gens fumaient, parlant, vivant. Elle regarda les sorties. Les voitures, les routes qui s'éloignaient dans toutes les directions. Elle sentit, très nettement, que ce qui venait de se produire n'était pas une fuite improvisée. C'était une extraction. Derrière elle, à l'intérieur, dans un couloir qui sentait le plastique et le désinfectant, un dossier restait ouvert sur un comptoir. Inconnu dit, puis Nolan Lenoir. Puis une phrase notée à la hâte. Patient refuse le nom mode. Sur le plateau métallique, la petite pilule bleue avait roulé légèrement. Comme si quelqu'un l'avait frôlée, elle était restée là. Sous le témoin moué d'une scène qui venait de se refermer,
aide l'enquêtrice en remontant le col de son manteau. Retournez penser qu'une la chapleuse. Ces garçons n'avaient pas su les mains et te retrouvent. Il avait été repris et si quelqu'un le reprenait. C'est ce que quelqu'un, quelque part, avait peur de ce qu'il pourrait dire. L'alarme n'a pas un son unique. Dans un hôpital, elle commence souvent par une phrase qu'on ne comprend pas tout de suite. Puis par des passes trop rapides, puis par ces silences qui aspirent l'air quand chacun réalise que le pire n'est pas un mot. Mais une situation, le brancardier revenait déjà sur ses traces. Lui, il fixe sur les angles morts du couloir, comme si un enfant pouvait se cacher derrière une porte battante. L'infirmière répétait le prénom. Nolan. Nolan? Nolan. Non pas pour le retrouver, mais pour se convaincre qu'il existait encore quelque part dans le bâtiment. Un aide-soignant courait vers la quai pour faire verrouiller les sorties. Les néons continuaient de bourdonner. Indifference. Et cette indifference donnait à la scène une cruauté supplémentaire. L'enquêtrice entra dans le service comme on entre dans une pièce où quelqu'un vient de mentir. Elle ne demanda pas d'abord d'où. Elle demanda quand, et quel moment précis la trajectoire s'est rompue. Elle savait, comme tous ceux qui ont déjà travaillé une disparition, qu'il y a un point minuscule où l'histoire basculait une seconde. Un regard, un téléphone qui sonnait. Et que cette seconde décide ensuite de tout en reconstituer. Au pas de course, Lily roule vers l'ascenseur. L'arrêt, la circulation d'une autre équipe. L'infirmière qui se détourne pour répondre. La reprise. Le vide. On parlait en même temps. On s'écoupait, on se corrigeait. L'enquêtrice leva une main, pas pour faire taire, mais pour imposer une respiration collective. Elle fit répéter les phrases. Encore, puis encore. Jusqu'à ce que les contradictions succèdent, elle demanda les noms, les badges, les signatures sur le registre, les horaires. Elle demanda qui? Exactement. Avait tenu la main sur la barre du lit. Elle demanda qui? Exactement. Avait appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Elle demanda si quelqu'un avait vu le visage de la femme en blouse. La description était frustrante, comme toujours. Masque, Charlotte. Cheveux taille moyenne. Rien qui accrochait. C'est là la force des jeunes qui voulaient disparaître quelqu'un. Ils empruntent le normal, ils le portent comme un uniforme. Le directeur de garde fut appelé. Il arrive avec le visage tendu des responsables qui ont révélé en leur annonçant l'impensable. Il parle des protocoles de sécurité, des contrôles d'accès, des caméras. Il prononce ces mots comme des talismans. L'enquêtrice l'écouta puis demanda, montrez-moi. Elle n'avait pas besoin d'un discours. Elle avait besoin d'un trajet. Le couloir jusqu'au poste de sécurité fut un long tunnel d'humanité qui continuait malgré tout. Des familles au téléphone. Des infirmiers qui poussaient des chariots. Des patients en robe ouverte sur les dos. La disparition d'un enfant ne stoppe pas la douleur des autres. Elle s'ajoute. Elle contamine devant les écrans. L'agent de sécurité fit défiler les images. Le couloir. Le lit. L'arrêt devant l'ascenseur. Les silhouettes qui se croisent. La caméra avait un léger temps de latence. Et cette latence donnait l'impression que la réalité était déjà en retard sur elle-même. L'enquêtrice se pencha. Fixa les secondes en bas de l'écran. Chercha la cassure. Et 13H12, Lily Tesla. Et 13H13, une blouse blanche passée. À 13H14, un chariot de ligne glissait dans le cadre. Et 13H15, le couloir n'a plus rien d'anormal. Il manquait un enfant, mais l'image. Elle ne criait pas. Ils repasseront. Encore. L'enquêtrice ralentit sur un détail. Le chariot de ligne était trop haut. Trop plein. Il avançait avec une résistance.
come si quelque chose potesse fare. Un employé ou quelqu'un qui ressemblait à un employé possède sans regarder la caméra. C'est un geste subtil que lui qui sait qui les filme n'a pas l'air inquiet. Il a l'air presse. Le directeur murmura que c'était impossible. On contrôle le linge, on contrôle les sorties. On contrôle l'enquêtrice le coupa sans agressivité. Tout ce qui est contrôle peut être imité, et elle pensa, sans le dire, que les dispositifs de sécurité existent surtout pour empêcher l'amateurisme. Quand quelqu'un prépare, il ne défie pas la règle. Il la traverse, on remonte les images. Caméra par caméra, couloir par couloir. Le chariot apparaissait, disparaissait. Réapparaissait à un moment. Il s'arrêta devant une porte de service, une seconde. Puis la porte s'ouvrit de l'intérieur. Quelqu'un attendait. Le chariot entra, la porte se referma. Et le couloir redevint un couloir. Le sang de l'infirmière se glaqua. Elle murmura que cette porte donnait sur un couloir technique, puis sur un escalier de secours, puis sur une sortie arrière réservée aux livraisons. Une sortie qu'on n'ouvre pas sans badge. Une sortie cuisonnée. Une sortie. Qui avait accès? Demanda l'enquêtrice. On liste des catégories. Maintenance. Sécurité. Logistique. Prestataires. Trop de monde. Trop de classes. Le directeur répéta que la sécurité était encadrée. Qu'ils étaient inconformes aux exigences que des procédures existantes. L'enquêtrice pensa aussi que la commission d'accréditation américaine rappelle sur la prévention des enlèvements pédiatriques. Les établissements doivent identifier et mettre en œuvre des procédures de sécurité spécifiques. Et les testeurs. Les procédures sur les ne suffisent pas si les équipes ne les vivent pas, si elles ne les savent pas. Si elles ne les répètent pas, Joint Commission International 1. Elles n'étaient pas là pour humilier un hôpital. Elles étaient là parce qu'un enfant avait glissé entre des lignes censées se refermer. On déclenche le code interne. Les portes automatiques passeront en mode verrouillage partiel. On demande aux services de vérifier les placards, les salles de repos, les toilettes, les réserves. On fouille les cages d'escaliers. On ouvrit des salles où personne n'entra jamais. Et place on fouillait. Place l'absence devenait concrète. On ne retrouvait pas Nolan parce qu'il n'était plus là. Le téléphone de l'enquêtrice vibra. Un collègue au commissariat lui annonça qu'on avait perdu Maud Lenoir. Elle avait quitté la salle d'attente. Cameras. On la voyait traverser le hall, sortir, rejoindre le parking, monter dans une voiture sombre. La plaque était illisible sur l'image, la direction price. La bretelle nord, un detail. Si pendant, quelqu'un d'autre l'attendait. Un homme était déjà au volant, casquette bassée. Maud s'était glissée sur le siège passager comme si elle connaissait les gestes parcourus, si n'était pas une mère paniquée. C'était une personne récupérée. Le directeur voulut appeler un procureur. L'enquêtrice hocha la tête. Oui. Maintenant, parce qu'on venait de passer un seul. On était place dans l'énigme médicale. On était dans un enlèvement. En France, il existe un dispositif exceptionnel pour ce type de situation. Inspire des systèmes d'alerte nord-américains. Pense pour diffuser massivement des informations quand un enfant est enlevé et que sa vie semble en danger. Il les déclenche sur décision du procureur de la République. Précisément parce qu'il s'agit d'un acte d'enquête à haut impact, alerte enlèvement 2. L'enquêtrice n'ignorait pas la lourdeur de ses choix. Une alerte, c'est une arme à double tranchant. Elle est mobilise, elle est sauvée parfois. Elle perturbe aussi, elle peut pousser un ravisseur à accélérer. Mais là, l'enfant avait déjà été extrait d'un hôpital. Qui fait qu'un espace venu pour improviser. Le procureur répondit d'une voix encore endormie.
Puis la fatigue se transforma en durette. Il posa des questions breves. Age, dernière localisation. Description, suspects. Risque vital. L'enquêtrice donna tout sequel avait. Et tout sequel n'avait pas, elle a dit. Dozens, elle a dit. En leve dans l'hôpital, elle a dit. Femme en blouse, homme au chariot. Elle a dit, mere supposé party avec un homme. Elle dit, présence d'un sédatif dans le sang. Elle dit, l'enfant refuse le nom de la femme. Le procureur resta silencieux une seconde, puis il dit, on prepare, pas d'annonce avant validation. Mais on prepare, la machine institutionnelle se mettait en place. Et pendant qu'on préparait, l'enquêtrice sentit une colère froide monter. On était toujours après, toujours derrière l'événement. Sur le parking, des agents commenceront à relever les plaques des véhicules sortis dans la fenêtre horaire. On contacta les sociétés de taxi, les VTC. On demande aux stations-service du secteur de signaler un véhicule correspondant. On révéla des équipes de recherche. Les rues, à l'extérieur, semblaient paisibles à l'intérieur. Un détail revenait sans cesse dans l'esprit de l'enquêtrice, le moment où Nolan, révélé, avait murmuré passe-mode. Si n'était pas une confusion post-reanimation, c'était un refus. Et ce refus avait déclenché quelque chose, comme si, au moment où l'enfant avait retrouvé sa voix, quelqu'un avait compris qu'il fallait la lui reprendre. Elle demanda à voir le dossier scolaire de Nolan. On l'obtint dans le heure. Par un coup de fil sec à l'administration, on lui apporta un paquet de feuilles. Bulletins, sanctions, absences. La plupart des lignes étaient banales. Et puis il y avait une note d'un conseiller principal d'éducation, une phrase écrite à la hâte après un entretien. Elle avait dit qu'il ne vote pas rentrer. Pure! Refuse d'expliquer, demande de ne pas appeler la mère. L'enquêtrice relut cette phrase 3 fois. Elle sentit le regret qui vient toujours dans ces affaires. Celui de ne pas avoir pris au sérieux le murmure avant le cri. Elle demanda si des signalements avaient été faits. Services sociaux, médecine scolaire. Aide à l'enfance, rien. Rien d'officiel, des inquiétudes. Peut-être des soupçons. Sûrement, mais pas de procédure. Et l'absence de procédure laisse le champ libre aux histoires, à l'hôpital. On interrogeait discrètement le personnel de logistique qui a travaillé aujourd'hui. Qui est absent? Qui a échangé son service? On cherche une blouse manquante, un badge perdu. Une porte forcée, les indices étaient maigres. Mais l'enquêtrice savait que les enlèvements d'intérieur reposent souvent sur des éléments simples, une familiarité avec les horaires, les flux, les angles des caméras, les portes qui grincent, les minutes où laquelle est saturée. Si que les programmes spécialisés de réponse aux enlèvements décrivent depuis des années, c'est que la rapidité et la coordination multi-agencies sont vitales. Précisément parce que le temps détruit les traces en CJTC3. Là, il fallait agir comme si chaque minute était un morceau d'enfant. Un agent revint avec une information. Une femme avait été vue tout le matin, près de l'entrée du personnel, à discuter avec un agent d'entretien. Elle lui avait demandé son chemin vers la pédiatrie. Elle avait un accent difficile à situer. Et une façon de sourire qui donnait envie de l'aider, l'agent d'entretien. Interroger, dit qu'il avait cru à une nouvelle recrue. Il avait montré la direction. Il la huta. Presque honteux, elle avait l'air normal. C'est toujours ainsi. Les monstres ne portent pas d'étiquette. L'enquêtrice demanda à récupérer la liste des prestataires présents ce jour-là. Maintenance, livraison, restoration, interim. Elle demanda aussi les accès des badges.
L'agent de sécurité expliqua qu'on pouvait tracer les ouvertures de certaines portes. Il faisait défiler des colonnes de chiffres. L'enquêtrice se sentit un instant apaisée par cette froideur. Les chiffres ne mentent pas. Puis elle se rappela qu'un badge peut être volé. Prête. Clown. Les chiffres. Parfois, racontant seulement si qu'on leur a fait raconter. Le procureur rappela. Il annonça qu'il déclencherait l'alerte si une description exploitable se stabilisait. Il demanda une photo récente de Nolan. Maud en avait montré une. On la récupéra par voie officielle. L'enquêtrice la fixa longtemps. Elle chercha si qui dansi i visage. Aurait pu pousser quelqu'un à le voler si n'était pas un enfant exceptionnel. C'était un enfant, et ce peut être cas. Le plus terrifiant, on enlève parfois quelqu'un non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Un technicien en informatique fit remonter les communications de Maud sur les heures précédentes son arrivée à l'hôpital. Dans l'urgence, on avait le droit de solliciter certains opérateurs avec l'autorisation adéquate. Les premières données montraient des appels répétés, courts, à un numéro non enregistré, puis un long appel de 3 minutes juste après la phrase captée dans le couloir. Il s'est révélé, Maud n'avait pas appelé une amie. Elle avait appelé un coordonnateur, on géolocalisa grossièrement le numéro. Il avait transité par une zone industrielle à la sortie de la ville, un endroit d'entrepôt. Die Parkingsweide, de hangers op son en regard. L'enquêtrice sentit son estomac se contracter. Les zones industrielles sont les coulisses des villes. On y cache facilement si qu'on ne veut pas se montrer, pendant que les équipes partent. L'enquêtrice demanda une chose que personne n'avait encore osé formuler. Et si Maud n'est pas Maud? Un collègue la regarda. Surprisée, elle expliqua. Comment? L'enfant refuse son nom. La réaction de la femme à l'hôpital. L'empressement de récupérer des vêtements plutôt que avoir son fils. Les incohérences sur la cicatrice. L'appel à une inconnue. Cela ne prouve rien. Mais cela dessine une silhouette. Or, une enquête. Une silhouette suffit parfois à changer la direction. Ils vérifieront l'identité de Maud Lenoir plus profondément, pas seulement un nom sur un dossier. Mais une histoire, d'où elle vient. Où elle y a vécu, qui l'a connue avant. Les bases administratives donnaient une cohérence, un employé. 10 déclarations, 10 adresses. Mais la cohérence administrative n'est pas toujours la cohérence humaine. Un agent fut envoyé au domicile. Le lotissement était propre, calme. Avec des installés et des lampes solaires plantées dans les allées, la maison de Maud avait des rideaux tirés et une boîte aux lettres sans autocollants. Pas de ballon dans le jardin, pas de vélo contre un mur. On aurait dit une maison où l'on habite, mais pas une maison où l'on vit. À l'intérieur, les policiers trouveront une chambre d'enfant trop parfaite. Le lit était fait avec un couvre-lit bleu sur l'étagère. Des livres d'aventure bien alignés sur le bureau. Des cahiers, tout était rangé à un point qui n'appartient pas aux enfants. Les placards contenaient des vêtements neufs, presque jamais portés. Aucune odeur de transpiration adolescente, aucune paille de linge sale. Et surtout, presque aucune photo. Pas de pêle-mêle, pas de dessins scotches. Pas de souvenirs, juste une photo encadrée sur la commode. Nolan avec Maud, tous deux souriants. Devant une plage, un sourire trop propre. Comme si on avait demandé des testis et qu'on avait obéi. Dans la cuisine. Des médicaments, des somnifères, des anxiolytiques, rien d'illégal. Juste assez pour expliquer un sédatif domestique dans une poubelle. Des emballages de chayas, des gants en latex. Dans un tiroir, un carnet avec des notes chiffrées. Heures. Doses. Comportements.
Des phrases courtes, agitées. Refuse, fuite. Comme après 20 minutes, c'était un carnet de contrôle. Pas un carnet d'amour. L'enquêtrice récolte les photos par téléphone et sentit la chaleur quitter son visage. Elle le demanda qu'on scelle les lieux, qu'on photographie tout. Qu'on importe le carnet. Elle le demanda aussi qu'on fouille le garage. Dans le garage, il y avait une glacière médicale. Vide, il y avait une couverture de survie. Il y avait des sangles. Il y avait un vieux fauteuil roulant plié. Comme une option prévue, ce n'était pas une maison. C'était une mise en scène, sur le terrain. Près de la zone industrielle, les équipes avancèrent avec prudence. Elles trouveront un entrepôt désaffecté, puis un autre. Des portes fermées, des grillages. Des chiens qui aboient au loin, dans un parking. Un véhicule sombre station, moteur encore taillé. Les policiers s'approcheront, armés basses mais pritas. À l'intérieur, une blouse blanche. Froissée, sur le siège arrière. Une charlotte, un masque. Hit dans la boîte à gants. Un badge d'hôpital au nom d'une infirmière qui, d'après l'hôpital, était en congé depuis 2 semaines. Le badge était réel. Où il en avait l'air. On pouvait l'avoir vol. On pouvait l'avoir copie, mais sa présence disait une chose. La préparation était méthodique dans le coffre. Un chariot pliable, du type utilisé pour le linge. It coincé sous une roue. Une petite bille en verre bleu, l'enquêtrice resta immobile devant si dit-elle. La bille était le seul objet personnel trouvé sur Nolan. Le seul fragment de lui qui ne venait pas d'un dossier administratif. Elle aurait dû être à l'hôpital. Elle aurait dû être restée sur le plateau métallique si elle était ici. Cela voulait dire que le chariot qui l'avait emporté était passé par là, que Nolan avait été à l'intérieur de ce véhicule, ou qu'on avait soigneusement récupéré ce qui pouvait lui appartenir. Dans les 2 cas, quelqu'un contrôlait la scène jusque dans ses poussières. Le procureur valida l'alerte. La décision tomba comme un couperet calme. On rédigeait le message avec les informations disponibles. En respectant cette logique du dispositif, diffusion massive d'éléments précis pour maximiser la chance de retrouver l'enfant rapidement, alerte enlèvement, 2. Les opérateurs, les radios. Les panneaux autoroutiers, les médias se mirent en branle. La ville, Soudan. Ne fut plus seulement une ville, elle devint un filet. Et pourtant, l'enquêtrice n'éprouva pas de soulagement. Parce qu'elle pensait à la vitesse, parce qu'elle savait que. Dans les scénarios d'enlèvement non familial, des équipes spécialisées insistent sur la fenêtre critique des premières heures. Plus le temps passe, plus les chances se compliquent. Plus les ravisseurs ont de marge pour déplacer cacheurs. De Truer, Federal Bureau of Investigation, 4, Nolan avait déjà survécu à la mort apparente. Il ne survivra peut-être pas à une organisation. Le téléphone de l'enquêtrice vibra encore. Cette fois, c'était l'hôpital. Le médecin demandait à la voir. Il parlait vite. Avec cette attention quand un professionnel hésitait à sortir de son rôle, il découvrit le transfert. Nolan avait eu un moment de clarté, pas une confession. Pas un récit complet, juste une phrase. Arraché à la fatigue, l'infirmière l'avait noté sur un post-it. Parce que parfois, les grands tournants tiennent sur un bout de papier. L'enquêtrice revint à l'hôpital en urgence, traversa les couloirs comme on traverse un rêve mauvais. Le médecin l'attendait dans une petite salle, post-it en main. Il l'étendit sans commentaire. Comme si le commentaire était dangereux, sur le papier. En lettres tremblantes, il y avait 4 mots. Je m'appelle Paz Nolan. L'enquêtrice sentit son cœur faire un pas de côte.
Tout ce qu'elle avait construit en quelques heures la mer, la maison. Le dossier scolaire s'écroulait d'un coup, non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était peut-être fabrique. Elle releva les yeux vers le médecin. Vous êtes sûr, le médecin hocha la tête. Il ajouta, il a essayé de dire autre chose. Un homme, mais il a tous. Il s'est étouffé, et c'est la quoi. Il ne termina pas, il n'en avait pas besoin. Elle voyait l'ascenseur, la blouse blanche, le chariot, la porte qui s'ouvre de l'intérieur. Des horses. L'alerte commençait à se répandre. Des jeunes allaient regarder autour d'eux, dans les parkings, sur les routes, dans les gares. Certains allaient croire voir Nolan partout, d'autres allaient détourner les yeux pour ne pas s'impliquer. Et quelque part, dans une voiture ou derrière une porte, un enfant qui venait de revenir de la mort était peut-être en train d'apprendre que son homme lui avait été volé aussi. L'enquêtrice posa le post-it sur la tablette, comme un objet sacré, puis elle demanda une dernière chose au médecin. D'une voix presque basse, quand il refuse les noms morts, est-ce qu'il a dit ce qu'il voulait dire à la place? Le médecin hésita, et c'est cette hésitation qui fit monter la peur. Parce qu'elle suggérait un détail trop lourd pour être lâché, il inspira. Puis il a murmuré un prénom. Très faible, mais l'infirmière l'a entendu. Et moi aussi, l'enquêtrice se pencha. Comme si se rapprocher pouvait empêcher le mot de s'enfuir, le médecin souffla enfin le prénom. Et au moment où il le prononça, l'enquêtrice comprit pourquoi quelqu'un avait pris le risque insensé d'enlever un enfant d'un hôpital en plein jour. Parce que ce prénom n'était pas seulement un prénom, c'était une porte sur une autre histoire. Une autre famille, un autre dossier. Quelque chose qu'on ne fasse pas sans violence, le prénom était Lucas. Le prénom resta suspendu entre eux comme une particule de poussière dans un rayon de lumière. Lucas, 4 syllabes qui avaient le goût d'un autre monde. It's a sensation immediate, presque physique. Que tout ce qu'on croyait tenir venait de se déboîter, l'enquêtrice ne s'autorisa pas à réagir. Elle avait appris que la surprise, en enquête, est un luxe qui fait perdre du temps. Elle prit juste le post-it. Le replia soigneusement, le glissa dans une pochette. Comme si elle protégeait une braise dans le couloir. Le bruit habituel de l'hôpital continuait, mais désormais chaque rire. Chaque chariot, chaque porte battante semblait obscène. L'enquêtrice marcha jusqu'au hall, repassa mentalement les images des caméras. Le chariot de linge, la porte technique, le véhicule sombre, la bille bleue retrouvée dans le coffre. Tout dessinait une route invisible entre l'intérieur et l'extérieur, une route que quelqu'un connaissait mieux qu'un plan officiel. Elle appela son collègue au commissariat, lui dit simplement: On oublie Nolan, on part sur Lucas. L'autre yacht en blanc, Lucas quoi? Demanda-t-il. Elle répondit: Justement, on n'a pas le quoi. Mais on a un prénom qui ne collait pas au décor. Elle lui fit envoyer immédiatement la photo. Nolan aux unités qui travaillaient déjà sur l'alerte. Avec une consigne nouvelle, ne pas seulement chercher un enfant disparu. Chercher un enfant dont l'identité a pu être recouverte, c'était une nuance. Mais dans ce genre d'affaires, les nuances font la différence entre attraper une silhouette et attraper une vérité. Le procureur rappela dans la foulée. Il avait la voix plus tranchante que le matin. L'alerte était sortie et déjà les premiers appels arrivaient. Une famille décidait l'avoir vu près d'une station-service. Un chauffeur de bus jurait qu'un garçon ressemblant au portrait était monté à bord. Une femme assurait l'avoir aperçu derrière une vitre teintée. L'enquêtrice écouta, puis posa calmement le nouveau morceau sur la table. L'enfant murmura qu'il ne s'appelait pas Nolan.
Il a donné le prénom Lucas, à l'autre bout du fil. Le silence s'y fit, puis le procureur soupira comme si on venait d'ajouter une couche de brouillade au brouillade. Très bien, dit-il enfin. Alors on cherche Aussie et Lucas, mais on ne retire pas l'alerte. On ne peut pas. Elle le savait. On ne retire pas son filet parce qu'on doute du poisson. On élargit le filet. Elle retourne au domicile de Maud Lenoir par procuration. Via SES collègues déjà sur place, ils avaient commencé à fouiller le garage, le jardin, les combles. Ils trouvaient des objets qui n'étaient pas ceux d'une vieille, mais ceux d'un dispositif. Des gants, des sangles, des flacons, des sachets de médicaments rangés comme des outils. Puis un policier signala quelque chose dans une armoire à linge, une pile de draps identiques. Emballés comme du nœud et au fond une housse de matelas tachis, place ancienne, une tache brune, diffuse, du sang, de la rouille, on emballa, on prélève dans la salle de bain, des tinctures capillaires, des dissolvants d'encre, des produits de décoloration. Ce n'était pas forcément criminel, mais la présence de tout cas accumulé racontait l'idée d'une transformation. De quelqu'un qui change, de quelqu'un qui efface. Le voisinage, lui, ne racontait presque rien, mais était discret. Toujours spolié, non la était gentil. Des phrases lisses, puis, au détour d'un portail, une vieille dame dit qu'elle n'avait jamais entendu mot d'appeler l'enfant par un surnom. Jamais entendu une mère rire dans le jardin. On aurait dit qu'elle gardait quelque chose, murmura-t-elle, comme on garde un secret. La femme baissa la voix encore plus, mais parfois. Le garçon. Il avait l'air de compter l'espace quand il rentrait. Cette phrase, sans preuve, frappa l'inquiétrice plus forte que beaucoup de rapports. Compte-les pas, c'est mesurer à une distance de prison. Elle demanda qu'on contacte l'école, pas seulement l'administration. Mais les adultes qui voyaient les enfants quand les parents ne les regardaient en place, infirmières scolaires, prof principal, surveillance. Un surveillant se rappela que Nolan avait demandé un jour si changer de nom était possible. Il avait souri en posant la question. Comme si c'était une plaisanterie, mais ses yeux ne riaient pas. L'infirmière scolaire, elle, se souvenait d'un bleu sur le bras. Nolan avait écoué les tailles tombées. Elle avait note, puis avait laissé passer. J'ai vu tellement de bleu, dit-elle, et sa voix se brisa. Non pas d'excuse, mais d'épuisement. L'inquiétrice ne lui jeta pas la pierre. Elle savait que les signaux faibles se perdent dans le bruit de la vie. Mais elle ajouta le bleu au carnet, comme on ajoute une marche au chemin qui menait à la vérité. Un autre professeur mentionna un détail étrange. Nolan ne parlait jamais de bébé. Jamais de photos de petits, jamais de souvenirs de maternelle. Comme s'il avait commencé à exister tard, et quand on demandait quand tu étais petit. Il répondait avant, sans place. Ou avant son paysage. C'était une absence qui faisait mal. Pendant que l'équipe creusait l'histoire administrative de Maud, l'inquiétrice demanda un accès plus large au dossier d'état civil. Aux actes de naissance, aux déclarations de déménagement. Les registres disant que Maud Lenoir avait vécu dans une autre région il y a 13 ans, puis avait recommencé ici. Il y avait entre eux un déplacement. Au moment où la trajectoire s'y replie, elle demanda les voisins d'avant, les collègues d'avant, les traces d'avant. Et là, le papier commença à se contredire avec le réel. Un ancien employeur contacta dit n'avoir jamais eu de Maud Lenoir. Une adresse indiquée correspondait à un immeuble où personne ne se souvenait d'elle. Une pharmacie mentionnée sur un ancien document avait fermé depuis 15 ans. Le passe de Maud ressemblait à une décor peinte.
Credible tant qu'on ne le touchait pas, le procureur obtint l'autorisation de comparer les empreintes de mode avec des bases nationales. L'enquêtrice attendait ces résultats comme on attend une bombe quand il arriva. Elle ne fit pas exploser immédiatement, elle fit pire. Il ouvrit les empreintes correspondant partiellement à une femme signalée dans une autre affaire. Sous un autre nom, à des centaines de kilomètres. Une affaire ancienne, classée faute de preuve. Concernant une tentative de récupération d'un enfant lors d'un droit de visiter, rien qui tienne un tribunal. Mais ça c'est pour dessiner un motif. Elle avait déjà tourné autour d'un enfant comme on tournait autour d'un objet. On relança alors la piste Lucas avec une méthode, simple et brutale, le fichier des enfants disparus. On ne se contentait pas d'un prénom. On cherchait les circonstances, les âges, les périodes. L'enquêtrice demanda à une analyste de remonter les dossiers où un garçon nommé Lucas avait disparu entre 5 et 10 ans plus tôt, à l'âge approximatif de Nolan. Le problème, c'est que Lucas est un prénom commun. Les listes gonflantes, des Lucas en fugue, des Lucas en conflit familial, des Lucas en disparition inquiétante, des Lucas retrouves, des Lucas jamais retrouves. La masse donnait le vertige, et au milieu de cette masse, il fallait trouver celui qui aurait pu être Nolan. Elle choisit une autre entrée. Si l'enfant a été rebaptisé, il doit y avoir eu une bascule. Un moment où quelqu'un l'a prise, la déplace. La isolée, elle demanda. Quand Nolan est-il arrivé dans cette école, l'administration répondit. Il y a 3 ans, 3 ans seulement. Avant un autre établissement. Dans une autre ville et avant. Un dossier scolaire incomplet, des bulletins manquants. Comme si l'enfant avait été déplacé de façon chaotique, elle sentit quelque chose se resserrer. 3 ans, c'est assez pour fabriquer une normalité? Pas assez pour la rendre profonde. On en fait une équipe dans l'ancienne ville. Les dossiers scolaires étaient en place pauvres, place flaus. Nolan avait été inscrit tard dans l'année, sans carnet de santé complète. Les enseignants se souvenaient d'un enfant silencieux, hypervigilant, qui sursautait quand on levait la voix, à la cantine. Il gardait parfois des morceaux de pain dans sa poche, un réflexe de manque. Dans la cour, il évitait le contact physique. Et on dit-elle revint, répété par 2 adultes différents. Il semblait parfois oublier son prénom, comme s'il devait se le rappeler. L'enquêtrice prit si dit-elle le serra très fort, intérieurement. Parce qu'il répondait à un principe que les spécialistes du traumatisme chez l'enfant évoquent souvent, dans des contextes d'emprise ou de maltraitance. L'identité peut devenir un terrain de contrôle et la dissociation. La confusion. Les lapsus sur les noms ne sont pas des caprices, mais des signaux. Elle n'avait pas besoin de théorie pour sentir la peur. Mais la théorie donnait un langage à la peur, et quand on a un langage, on peut agir. Les heures patientes. Les barrages routiers ne donnaient rien, les caméras autoroutières. Consultis montraient trop de véhicules, trop de flux. Et puis un appel arriva. Différent des autres, un pompiste. Voix basse, dit qu'un couple l'avait payé en liquide. Très près, une femme en capuche. Un homme casquette. Ils avaient une voiture sombre. À l'arrière, il avait cru entendre un bruit. Comme quelqu'un qui toussait. Il avait regardé dans le rétroviseur du magasin. Et il avait vu, une fraction de seconde, un petit visage derrière une couverture. Le pompiste ne disait pas « je suis sûr ». Il disait « je crois », mais sa description de la femme correspondait à mode. Et lieu correspondait à la fenêtre. L'enquêtrice demanda qu'on récupère immédiatement l'image de la station. La qualité était médiocre, mais on voyait l'homme au volant. Le geste sec,
On voyait la femme qui évitait la caméra. On voyait le mouvement d'une couverture sur la banquette arrière. On ne voyait pas un enfant. Et pourtant, on sentait qu'il était là. Parce qu'on sentit que quelqu'un essaie de cacher, elle fit diffuser une nouvelle consigne aux unités. Prioriser les routes secondaires vers le nord-est. Pourquoi le nord-est? Parce que les gens fuient rarement vers les centres des grandes villes quand ils sont recherchés. Ils fuient vers les espaces où on peut se perdre. Les zones agricoles, les campagnes. Les lieux sans témoins. Les spécialistes de recherche d'enfants disparus répétant souvent que les ravisseurs choisissent la discrétion et la mobilité. Et que la coordination rapide, la cartographie des itinéraires probables, l'anticipation des besoins carburant, nourriture. Réfugiés cruciales, ce n'était pas de la poésie. C'était de la stratégie, mais au fond, c'était toujours la même pensée. Si l'enfant respire encore, chaque minute compte. La nuit tombe de nouveau, et avec elle cette fatigue qui rend tout plus dangereux. Dans ce genre d'affaires, la nuit n'est pas seulement sombre. Elle est permissive. Elle laisse les voitures glisser sans être vues. Les silhouettes s'entrer dans des bâtiments. Les portes s'ouvrir sans être remarquées. L'enquêtrice prit un café qui avait le goût de métal et se forqua à manger, parce que son corps commençait à trembler. Elle n'avait pas le droit d'être faible, mais le corps. Lui et ses propres règles. Au commissariat, l'analyste revint avec une liste resserrée de Lucas. Un dossier, en particulier, accrocha l'attention. Lucas B. disparu à l'âge de 9 ans dans une région voisine, après une dispute familiale. La mère avait affirmé qu'il avait été enlevé. Le père avait dit fugue. La police avait classé faute de preuves. On avait retrouvé. À l'époque, un sac d'école près d'un arrêt de bus. Et un témoin avait parlé d'une femme trop bien habillée qui avait abordé l'enfant. La description était vague. Mais les motifs sonnaient comme un écho. Ils appelleront la mère. Quand elle décrocha, sa voix portait une épaisseur de douille ancienne. Elle n'avait jamais cessé d'attendre. Elle avait appris à vivre avec un trou. L'enquêtrice lui demanda si elle avait une photo récente de Lucas. Vieille numériquement peut-être. Une photo de lui en enfance. La mère envoya si qu'elle avait. Quand la photo arriva, l'enquêtrice sentit son estomac se nouer. Le menton, les sourcils. La fossette, si n'était pas une certitude. Mais c'était une ressemblance qui ne s'explique pas par le hasard, et surtout. Sur la photo, Lucas tenait entre ses doigts une petite bille bleue. Comme un talisman. Si dit-elle faillit faire perdre à l'enquêtrice son calme. La bille trouvée sur le plateau à l'hôpital. La bille retrouvée dans le coffre du véhicule. Une bille qui avait voyagé avec l'enfant à travers les identités. L'enquêtrice ferma les yeux une seconde. Le monde se resserrait. Lucas était peut-être Nolan. Nolan était peut-être Lucas. Et Maud n'était peut-être pas Maud. La mère. Au téléphone. Pleurait déjà. Elle demandait si on l'avait retrouvée, si elle pouvait venir. Si elle devait prendre la route, l'enquêtrice ne promettait pas. Elle ne pouvait pas, elle dit seulement. On a une piste, on va faire tout ce qu'on peut. Mais il faut que vous me répondiez à une question, même si elle vous fait mal. La mère répondit oui d'une voix cassée. Y avait-il quelqu'un à l'époque qui avait intérêt à le prendre, quelqu'un qui voulait refaire l'histoire? En silence. Puis la mère dit un nom, un prénom de homme. Puis elle ajouta. Et il y avait une femme avec lui. Une femme qui disait qu'elle pouvait m'aider, qui me parlait comme une amie. Et puis, un jour, elle a disparu. L'enquêtrice demanda la description. La mère décrivit un sourire, des cheveux taillés.
Une façon de s'habiller, elle ne dit pas mode. Elle n'avait pas de photos, mais l'enquêtrice sentait la même silhouette. On recoupa, le prénom de l'homme correspondait à un individu connu des services pour des escroqueries et des violences. Pas un grand criminel, pas une figure de film. Plutôt un homme de l'ombre, capable de se glisser dans les failles des autres. L'enquêtrice demanda immédiatement une surveillance des adresses associées, des proches, des lieux où il traînait. Elle demanda aussi l'aide d'unités spécialisées dans les enlèvements d'enfants. Parce qu'elle savait que ces équipes commerciales dont parlaient les dispositifs américains de déploiement rapide, ou les cellules spécialisées en Europe travaillent avec une logique différente. Ils pensaient comme les ravisseurs, ils anticipaient. Ils cartographient, ils réagissent à l'instinct de la donnée en même temps. Pendant ces temps, un autre fil s'étendait. L'hôpital annonça qu'un badge avait été utilisé pour ouvrir la porte technique. Celui au nom de l'infirmière en congé. Ce badge avait été enregistré à 13H13, le même minuteur que la caméra. Le système 17, badge real. Porte réelle, ouverture réelle. Donc quelqu'un avait eu le badge, ou quelqu'un avait cloné le badge. Et dans ce cas, cela impliquait une connaissance technique ou un complice interné. L'enquêtrice sentit la deuxième peur entrer, la peur de l'intérieur. La peur que l'hôpital a été de travers non pas par un intrus, mais par un humain qui savait supposer les doigts. Elle demanda une liste de tous les personnels ayant fréquenté récemment l'infirmière en congé, qui a eu accès à son casier. Qui a pu prendre son badge. Un collègue dit qu'on avait signalé une petite effraction dans les vestiaires la semaine précédente. Un casier force. Rien vol de valeur. Rien, sauf peut-être. Un badge. Des horses. L'alerte continuait de tourner. Des panneaux lumineux affichant le visage d'un enfant qui n'était peut-être pas ce qu'il disait être. Et cette absurdité ajoutait une couche de vertige. On cherchait un portrait. Alors que l'enfant, lui, cherchait peut-être sa propre existence, les heures suivantes apportèrent une lueur. Puis une ombre. Un automobiliste signala un véhicule sombre arrêté près d'un chemin de terre. Dans une zone de champs et de bosquets, il avait trouvé cas étrange. Il avait appelé, les gendarmes arriveront vite. Ils trouveront des traces de pneus, un morceau de couverture, et dans les herbes, une petite trace de vomi. Quelqu'un avait été malade là. Un enfant, probablement, qui était un signe de vie, mais qui était aussi un signe de souffrance. Ils suivirent la piste jusqu'à une petite maison isolée, une ancienne ferme louée en saison. La porte était fermée, mais une fenêtre à l'arrière était entrouverte. Les gendarmes entreront. L'intérieur sentait le renferme et le produit ménager. Sur la table, des bouteilles d'eau, des biscuits, un flacon de sédatif ouvert. Dans une chambre, un matelas au sol. Une couverture sur le sol. À côté du matelas, une bille bleue. Iris sur le mur. Trace au crayon, un mot maladroit. Écrit combien, écrit quant on est pur, Lucas. Ces mots fit reculer des gendarmes, comme si le mur venait de parler. Ils fuiront tout, pas d'enfants. Pas de mode, pas d'homme. Rien, le réfugié avait été utilisé. Puis abandonné, comme une étape. Et là, l'enquêtrice comprit la logique. On ne fuit pas au hasard, on sautait de cache en cache. On utilise des lieux temporaires, des endroits lourds. Des endroits prêtes, des endroits oubliés. Une mécanique de fuite, une mécanique qui suppose de l'argent. Du réseau, ou au moins de la préparation. Elle appela de nouveau la mère de Lucas. Elle lui demanda. Lucas avait-il une habitude avec cette bille?
La mère répondit à travers ses sanglots. Oui. Il décide que quittait sa planète. Il la gardait dans sa poche pour se rappeler qu'il avait un endroit à lui. L'enquêtrice ferma les yeux. Un endroit à lui, la bile monta dans sa gorge. Parce que l'enfant, depuis des années, n'avait peut-être plus rien à lui, sauf ces petits objets ridicules. Et que même cas, on avait tenté de le prendre. Les techniciens arrivèrent à la ferme. On prit des empreintes. On préleva des fibres. On récupéra l'ADN sur le flacon. Sur les matelas, sur la couverture. L'enquête redevenait scientifique, donc plus lente. Et la lenteur dans une disparition. Est une torture. L'enquêtrice savait que les laboratoires allaient lui donner des résultats. Mais pas tout de suite. Elle savait aussi que les ravisseurs. Ils ne l'attendraient pas. Le procureur convoqua une réunion de crise dans une salle trop froide. Ils alignèrent les faits comme on aligne des pièces sur une table. Un enfant trouve quasi morte. Réanime, sédatif dans le sang. Refuse d'une femme se descendre sa mère, disparition orchestrée dans l'hôpital. Maison mise en scène, badge vol. Véhicule sombre, refuge de femme. Le mot Lucas sur le mur, la bille bleue comme fil rouge. C'est une hypothèse qui devenait presque une évidence. Cet enfant naît parce que lui que les papiers descendent. Les papiers ont été fabriqués, l'enfant a été retenu. Control. Déplace. Et quand il a commencé à parler, on l'a repris. Personne ne sait prononcer certains mots parce qu'ils avaient un poète. Traffic sequestration. Enlèvement parental d'égoïsme. Rousseau. L'enquêtrice. Elle. Il n'avait pas besoin de les prononcer à voix haute pour les entendre. Elle pensait aux dossiers internationaux sur les enlèvements d'enfants. Aux alertes répétées par des agences comme les FBI sur la rapidité des ravisseurs et l'importance de la coordination. Aux recommandations de sécurité hospitalière qui rappellent que les intrusions utilisent l'apparence et la routine. Elle pensait aussi à l'autre réalité, plus saoudie. Des enfants qui disparaissent sans faire la unie parce qu'ils ne sont pas parfaits. Parce qu'ils viennent de familles compliquées, parce qu'ils se perdent dans les marches. Lucas avait été peut-être l'un d'eux et quelqu'un avait profité de cette marche. Dans la nuit, un appel arriva d'un péage autoroutier. Une employée avait vu passer une voiture sombre. Elle avait reconnu la plaque partiellement. Grâce à l'alerte, elle avait noté les 3 premiers caractères. Puis le modèle. Elle avait fait ce que peu de gens font. Elle avait eu le courage d'appeler tout de suite. La voiture avait pris la sortie vers une petite frontière régionale. Direction est pas forcément une frontière nationale, mais une zone où les compétences se chevauchent, où l'on peut changer de juridiction. Les ravisseurs s'avancent, les criminels modestes s'avancent aussi. L'enquêtrice monta dans un véhicule banalise, partit avec 2 collègues. La route de nuit était une longue ligne noire, et les phares découpaient des morceaux de monde. Elle pensait à Lucas sur les matelas, à la couverture. Au mot sur le mur, elle pensait au moment où il avait dit « Je m'appelle pas Nolan ». Comme un acte de résistance, et-elle senti quelque chose de très simple se former en elle? Une promesse silencieuse, pas une promesse héroïque. Une promesse de fonctionnaire, une promesse de ne pas les laisser redevenir un fantôme. Ils arriveront dans une zone de petites routes et de bois. Un barrage avait été installé plus loin. Mais les ravisseurs avaient peut-être déjà pris un chemin agricole. On consulta des cartes. On coordonne avec d'autres unités. Une équipe de chiens fut envoyée sur la ferme. Les chiens suivirent une trace jusqu'à un fossé, puis vers la route. Puis s'arrêtèrent net. Une voiture avait pris le relais. Encore, un gendarme signala une cabane de chasse à quelques kilomètres. Repéré vide d'habitude, ils s'y allèrent.
La cabane était verrouillée, mais une fenêtre latérale avait été forcée. À l'intérieur, l'air sentait le tabac froid. Sur une table, une barre chocolatée à moitié manguée. Sur le sol, des traces de pas petits. Nous en chaussettes et dans un coin. Ce n'était pas un endroit où on reste, c'était un endroit où on passe quand on a besoin d'une minute pour respirer. Et là, presque au centre de la pièce. On dit-elle fit vaciller l'inquisitrice, un bout de cahier déchiré. Pose sous une boîte de conserve comme un message caché. Elle le prit avec des gants. Elle l'ouvrit, écrite d'une écriture tremblée, mais lisible. Elle n'est pas ma mère. Le papier fit un bruit minuscule dans le silence. Personne ne parle pendant quelques secondes, parce que. Soudain, si n'était pas un dossier. C'était une voix, et cette voix n'était pas seulement celle d'un enfant en fuite. Qu'était celle d'un enfant qui se savait en danger de mort. L'enquêtrice sentit une fois la traverser. Pas si je disparaisse, il savait. Il savait ce que signifiait être reprise. Il savait ce que signifiait être à nouveau en femme. Elle passa le papier au procureur par photo sécurisée. La réponse fut immédiate. Intensification, mobilisation renforcée. On ne jouait plus. On chassait un temps qui courait plus vite que des voitures. Sur la route, un appel radio signala un véhicule correspondant repéré près d'une aire forestière. Les unités convergent. L'enquêtrice sentit l'adrénaline lui brûler les mains. Ils arrivèrent et virent, entre les arbres, une voiture sombre, moteur coupé. Phares éteints, deux silhouettes sortirent en courant. On cria, on poursuivit. Une des silhouettes, l'homme, sauta un fossé, disparut. L'autre, la femme. Trebucha fut attrapée. Plaquée au sol, elle se débattit avec une violence désespérée. Non pas pour fuir seulement, mais pour gagner quelques secondes. Comme si chaque seconde gagnée pouvait sauver quelque chose ailleurs. Quand on la menota, elle hurla, vous comprenez rien. Vous comprenez rien. L'enquêtrice se pencha sur elle, sous la capuche. Sous la sueur, le visage de Maud apparut. Ou le visage de celle qui avait joué Maud. Les yeux étaient un sexe. La pure était là, mais c'était une pure de prédatrice coincée. Pas une pure de mère endouée, l'enquêtrice demanda. Où est Lucas? La femme répondit par un rire étrange. Une grimace. Lucas, répéta-t-elle. Comme si elle écoutait le prénom. N'a pas de Lucas. Il a si qu'on lui donnait. Cette phrase donna envie à l'enquêtrice de la frapper. Elle ne le fit pas. Elle se contenta de la regarder avec une froideur calculée. Où est l'enfant? Répéta-t-elle, la femme cracha au sol. Il est avec quelqu'un qui sait le calmer, dit-elle. Et c'est cette phrase le calmer qui fit comprendre à tous qu'ils étaient en retard. Encore. Ils fuirent la voiture, à l'arrière. Des sangles, du ruban adhésif. Des blouses, des gants. Et un flacon de sédatif, une partie du dispositif. Mais pas l'enfant, l'homme avait fui. Et avec lui, sans doute. Lucas, on emmena la femme au commissariat. Dans la salle d'interrogatoire, elle s'assit comme si elle avait préparé ce moment. Elle demanda un avocat. On lui en donna un. Puis elle se tut. Son silence était une arme. L'enquêtrice le savait. On ne parlait pas quand on croit que le silence protégeait un complice. On parle quand on pense que l'autre a déjà tout. Alors l'enquêtrice changea de tactique. Elle ne parla pas de culpabilité. Elle parla de Tomps. Elle posa sur la table les papiers de Lucas, la photo de la bille bleue, la capture vidéo du chariot. La femme détourna les yeux une seconde. Une seconde, mais elle suffisait.
Il y avait là une faille, un attachement. Ou un pur. L'enquêtrice dit doucement. Elle a écrit qu'il pourrait mourir, vous le saviez. La femme serra la mâchoire. Il dramatise? Dit-elle et enfin, les enfants dramatisant. L'enquêtrice répondit. Les enfants dramatisant quand ils veulent de l'attention. Lui, il dramatisait pour survivre. La femme fixa les murs. Elle ne répondit pas. Mais ses doigts tremblaient imperceptiblement. L'enquêtrice fit alors quelque chose de risque. Elle a dit. Vous l'avez pris à quelqu'un. Vous l'avez pris à Samir. Vous avez vécu avec lui sous son faux nom. Vous l'avez drogué. Vous l'avez enfermé. Et quand il commence à parler. Vous l'avez enlevé une deuxième fois. Vous savez ce qu'il a fait. 2 fois. La femme la regarda enfin, et ses yeux brilleront d'une colère presque sincère. Je les sauve, crachait-elle. Je les sauve de ce qu'ils lui faisaient. Vous ne savez pas. L'enquêtrice répondit, sauveur. C'est rendre, si n'est pas garder. La femme éclata d'un rire nerveux. Rendre à qui? À cette femme qui pleure depuis des années. Vous croyez qu'elle est pure? Vous croyez qu'elle est capable? Elle parlait trop. Maintenant. Le barrage du silence s'effondrait. L'enquêtrice la laissa de verser. Parce que parfois, les ravisseurs se racontent comme des héros. Et dans ces récits, il y a toujours des détails. Il était inutile la base, continua la femme. Un enfant parmi d'autres. Personne ne le voyait. Moi je l'ai vu, moi j'ai su. Je l'ai pris, je lui ai donné une maison. Une école, des règles. Une vie, l'enquêtrice répliqua. Sans élever la voix, et des sédatifs. Et des sanglés, et une fausse identité. La femme se pencha. Soudain place froide. Vous savez ce qui est drôle. Vous arrivez toujours après. Après la mort, après la disparition. Après les crises, nous. On fait avant, on évite. On organise. Elle se redressa. Il n'aurait pas parlé si vous ne l'aviez pas réveillé. Cette phrase figea l'enquêtrice, parce qu'elle disait une vérité brutale. La réanimation avait rendu l'enfant à la vie, et cette vie avait déclenché sa reprise, comme si le plan initial avait été de le laisser mourir quelque part, tranquillement. Sous une couverture d'accident, elle demanda à l'os. Pourquoi était-il au bord de la route? La femme avala sa salive. Elle hésita. L'avocate posa une main sur son bras. Trop tard, l'hésitation avait parlé. Elle finit par dire, il s'est échappé. Il a couru, il faisait froid. Il est tombé, il s'est endormi.